Du coup, on va essayer de gagner un petit peu de temps, raccourcir l'introduction qu'on avait prévue, puis on va essayer de grignoter peut-être aussi sur la pause déjeuner pour pas cumuler trop de retard. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour ce colloque. Vous avez ici le comité d'organisation qui s'est formé donc à l'occasion de ce projet qui est un projet soutenu par l'EUR Artec, qui est pluridisciplinaire, qui associe l'Université Paris 8 et un certain nombre de ses laboratoires avec l'ENS Louis Lumière. Donc les laboratoires, c'est de rigueur de les citer, donc j'espère que je vais oublier personne. On a le LLCP, on a Fablit, on a le STCA, on a Musidance, on a AIAC, et l'INREV, c'est dans AIAC. Et Scène du Monde. Et je pense qu'on a tout le monde. Pluridisciplinaire. Et donc, à l'occasion de ce projet Artec, on a souhaité à la fois élargir les champs disciplinaires qui étaient ceux du collectif initial, et également élargir avec d'autres partenariats et aussi également d'autres aires culturelles. Et donc là, je vais laisser Élise peut-être rapidement présenter. Je ne vais pas présenter, je vais juste remercier. On a un petit peu croisé en effet les aires géographiques parce qu'on travaillait sur l'Asie, Catherine, moi, et puis je suis de l'Institut d'Asie orientale qui est un petit partenaire. Non, c'est pas grave du tout. Lyonnais, donc vous voyez, lointain. Mais non, moi je voulais remercier du coup les camarades du collectif pour leur accueil. Donc à nous qui sommes un peu un greffon ultérieur. Et puis voilà, me réjouir de cette occasion de penser ensemble les œuvres avec cette idée du commun qui était la vôtre, de penser à réécologie avec cette notion de commun. Comment les œuvres qui s'interrogent sur en effet les dévastations environnementales aussi nous conduisent à transformer notre perception de ce qui nous lie aux autres et puis aux autres vivants, humains, non humains. Je trouvais que cette idée de commun, de radicalité et commun, c'était ces deux beaux thèmes pour nous porter vers les questions politiques et environnementales, un peu de concert. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Et merci à vous d'être là. Voilà. Merci, bonjour à tout le monde. Donc on avait préparé un très long discours d'introduction, etc. Ça va être très très concis. Donc j'étais chargé de faire l'historique de ce groupe, étant donné que je suis le plus ancien. Et donc, voilà, tout simplement pour vous dire que ce groupe s'est constitué en 2016-2017. On a d'abord abordé pendant 2 années des problématiques très vastes, toute la question écologique, les artistes, les paysages, l'environnement, les situations, etc. Et puis de 2017, 2018, 2019, 2020... jusqu'en 2021, on a essayé d'élaborer la question de l'écriture en commun. Et là, aujourd'hui, c'est un peu, disons, une synthèse de tout ce travail qu'on a développé dans cette période-là. Et maintenant, voilà, le collectif est très ouvert, s'est enrichi beaucoup. Voilà, c'est devenu une force de recherche et intellectuelle vraiment très, très, très importante. Et c'est donc il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à notre collectif et je pense que c'est important. Et voilà, notre travail est un travail essentiellement, je dirais, sur la question de l'aesthesis, c'est-à-dire du sentir aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela veut dire pour l'art, pour les citoyens et pour le monde. Voilà. Bonjour, pour compléter, donc c'est la présentation du collectif Art, Écologie, Transition, dont il était question, qui n'est pas la seule organisation à l'origine de ce colloque, mais qui est un peu le cœur. Donc la perspective de l'écologie, peut-être c'est important de rappeler pour tout le monde, elle est celle de Félix Guattari et de beaucoup d'autres gens, bien sûr, c'est-à-dire une perspective qui nous parle des multiples écologies, pas seulement celle
environnementale, la plus connue, mais aussi celle sociale, mentale, voire l'écologie du genre, etc. Donc avec une convergence de ces multiples écologies dans ce que Guattari appelait l'écosophie. Voilà, ça, je crois que c'est une chose importante à rappeler, fondatrice du travail que l'on fait et qui se reflètera, je pense, aussi dans ce colloque, même si globalement, il y aura plus de communication du côté de l'environnemental, parce que c'est l'écologie un peu prédominante. Mais je pense que tout le monde a en tête le souci du social. On le verra aussi avec les militantes du soulèvement de la Terre qui viendront cet après-midi, pour qui c'est une valeur vraiment fondamentale. Le social ne peut pas être découpé de l'environnemental. Roberto vous a parlé du collectif. J'ajouterais simplement que donc ce collectif s'élargit progressivement. C'est vraiment formidable, que nous tenons à rester informel, ça je pense que c'est important de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas à des appels à projets. On répond à des appels à projets comme celui auquel Élise et Cécile ont répondu, Artec, mais on tient à rester informel. On respecte énormément les institutions, mais c'est vrai que bon, les institutions ont tendance aussi à figer les choses. L'informalité a l'avantage de garder la fraîcheur. Voilà, et le renouvellement permanent. Peut-être j'ajouterais donc, juste pour finir, que ça fait donc une dizaine d'années que ce collectif existe. Nous avons fait des journées d'études, des colloques, et plus récemment, donc, le livre dont on parlera cet après-midi, qui a été un gros travail sur plusieurs années. Pour l'instant, il est sorti en anglais chez Routledge, Arts Ecology Transitions, Constructing a Common Vocabulary, on l'attend en français, sous le titre Art Écologie Transition, un abécédaire. Voilà, un abécédaire, c'était impossible à traduire en anglais. Voilà, cet après-midi, on en parlera longuement dans la table ronde qu'organisera Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis censé prendre le relais. Et moi aussi, j'avais écrit un texte très bien, très précis, que je vais essayer de retranscrire de manière un peu vivante et synthétique, dans l'idée d'essayer de présenter, disons, les axes scientifiques qui ont présidé à la constitution du programme de ces 3 journées. Alors, comme viennent de le rappeler Makis et Roberto, ce colloque qui vient donc à la suite dans le prolongement d'un travail de recherche collectif qui est mené depuis de longues années. Et le groupe de recherche donc, se définit par 3 termes, art, écologie, transition. Et l'intitulé du colloque en ajoute 2. Et comme l'a rappelé Élise, ce sont vraiment les axes sur lesquels on a travaillé. La notion de radicalité, la notion de commun. Et évidemment, après donc, justement, cette expérience d'écriture collective qui a été celle de l'abécédaire, il était logique de prêter attention à ce que... Moi, j'aime bien la formule de Deleuze et Guattari qui parlent d'énonciation collective dans leur livre sur Kafka. Et il me semble que les approches écologiques de la création contemporaine posent beaucoup cette question. Et donc, dès ce matin, dès les premières interventions qu'il y aura ce matin, qui vont être centrées donc, sur le thème de la terre et du territoire, il va beaucoup être question de singularité plurielle, de démarches artistiques qui visent à déjouer les logiques autoriales à travers des dispositifs de production de subjectivité, pour rester dans un lexique guattarien, qui permettent de repenser le rapport de l'individu au collectif, mais aussi de l'humain au non-humain, de l'intelligible au sensible, ou encore de l'art au non-art. Et ce soin, donc, qu'on voulait apporter à ces diverses façons de créer en commun, il s'est aussi traduit par l'organisation donc, de 2 tables rondes. La première a déjà été évoquée, qui aura lieu cet après-midi, et qui sera consacrée entièrement à des ouvrages collectifs. Donc à chaque fois, le collectif prime, qui des ouvrages récents qui relèvent de l'écologie et de l'éco-critique. On verra qu'il y a une actualité brûlante autour de ces questions, puisqu'il va y avoir 4 livres qui vont être présentés, relevant des études cinématographiques et audiovisuelles, des études théâtrales, des études urbaines et spatiales et des études littéraires. Et on présentera également donc, le premier ouvrage porté par le collectif des soulèvements de la Terre. Et donc il y aura une seconde table ronde demain à 16h à main d'œuvre, qui sera, elle, dédiée, disons, aux formes concrètes, notamment matérielles et techniques, que peut prendre la radicalité écologique dans le champ des arts, et qui réunira là aussi un compositeur, une artiste plasticienne, un cinéaste, un artiste-chercheur numérique, donc, qui essaiera d'investir tous ces champs. Alors, le concept de radicalité, d'un autre côté, lui, il nous renvoie, il évoque très directement la relation de l'art aux politiques, et des formes d'engagement, voire de militantisme, se déployant par le biais de pratiques artistiques.
On emploie beaucoup le néologisme artivisme désormais, qui désigne précisément cela. Mais dans le même temps, il incite à l'examen des racines. Étymologiquement, le mot radical nous y renvoie. Et donc à interroger ses propres lexiques et leurs effets de sens, qu'il s'agisse de l'artistique, du radical ou de l'écologique. Moi, je crois que l'éco-critique, comme le dit Timothy Morton dans Ecology Without Nature, elle n'a de sens que si elle est une critique de la critique, et qu'elle est toujours inscrite dans une logique d'introspection comme ça. Et ça, ce sont des questions qui seront plus spécifiquement traitées lors des séances 2 et 3, auxquelles on abordera cet après-midi les politiques de la radicalité, et puis les séances 4 et 5 demain matin à main d'œuvre, intitulées Rhétorique de la radicalité. Et enfin, des propositions de communication qui nous ont été adressées. Et puis je veux donc vraiment remercier au passage toutes les personnes qui ont répondu à notre appel et qui vont faire la richesse de ces 3 journées. C'est vraiment un programme extraordinaire, extrêmement ouvert et riche, mais aussi toutes les personnes qui ont accepté de modérer les différentes sessions. Merci à eux. Et donc, il y a des axes de réflexion qui vont traverser, je pense, l'ensemble de nos échanges, celui de la sensibilité, de la sensorialité que la crise écologique nous invite à réexaminer, celui de nos dépendances technologiques, et des stratégies qu'on élabore pour répondre à cette aliénation, et puis celui, pour finir, de la redéfinition des centres et des périphéries, des déplacements à opérer dans le champ de la création et de la recherche pour sortir des régimes de dominance qui conditionnent encore nos regards sur les œuvres et sur le monde, et je pense plus spécialement à la domination masculine, la domination occidentale, la domination capitaliste, dont il sera, à mon avis, beaucoup question tout au long de ces 3 jours. Et donc, il y a les séances 8, 9, 10 et 11 qui auront lieu à l'INHA lors de la dernière journée, qui s'intitule Sensorialité, stratégie technologique et décomposition, vont être l'occasion d'y revenir plus en profondeur. Je termine en disant qu'on a élaboré tout ça en veillant à respecter les principes du groupe Art, Écologie, Transition, c'est-à-dire associer à la parole de chercheuses et de chercheurs confirmés celle de jeunes docteurs, doctorantes ou doctorants, accorder une place prépondérante à la recherche-création en accueillant des formes extrêmement diverses d'intervention, à plusieurs voix, en déplacement, performées, entre autres. Vous allez le voir, c'est, je pense, une des caractéristiques de ce programme, c'est la diversité des formes que vont prendre ces interventions. Et puis, enfin, prendre soin d'équilibrer l'ensemble afin que les arts plastiques, la musique, les arts vivants et le cinéma soient tous investis, parfois de manière conjointe, au cours de ces 3 jours. Voilà. Et puis, je précise aussi que ce colloque est le lieu d'une ouverture à un domaine que le collectif n'avait pas exploré jusque-là, celui de la littérature. On pensait dire un mot, mais on va être un peu rapide, dans lequel l'éco-critique et l'éco-poétique occupent aujourd'hui une place prépondérante. Voilà. Et je vais peut-être passer la parole à Ulysse, qui va évoquer la partie plus artistique, disons, de ces 3 jours. Bonjour à tous, donc je vais être très succinct pour ne pas perdre trop de temps. C'était juste pour vous signaler qu'on a élargi aussi l'appel à contribution, pas seulement aux présentations théoriques, mais aussi aux interventions artistiques. Donc on est assez heureux de pouvoir présenter aussi une partie artistique dans ce colloque, donc qui est sous diverses formes. On a surtout donc des installations sonores, par exemple, qu'on a aujourd'hui donc en continu juste à côté. On a aussi une installation sonore demain à main d'œuvre, et une présentation qui est un peu hybride entre une présentation et une installation sonore, donc Être Terre, qui se fera dans la salle de concert de Main-Neuve demain. Et on a aussi un volet un peu plus musical, donc on a essayé, donc qui sera surtout à Main-Neuve donc demain, mais on a essayé de ne pas faire ça en salle de concert. L'idée, c'est un peu d'explorer donc les différents lieux de Main-Neuve, donc à la fois en salle de conférence et aussi dans le studio de danse. Et enfin, on a aussi une promenade sonore ce soir qui termine la journée. Et on a aussi des promenades plus atmosphériques. Alors, un petit peu en organisation là-dessus. Donc, c'est en parallèle. Aujourd'hui, on ne fera pas la promenade, mais on la fera peut-être demain selon le nombre de personnes intéressées. Et on la fera samedi après-midi, donc pour remplacer l'intervention de Carmen, qui n'a pas pu venir malheureusement. Et je vous tiens informé, bien sûr, sur tout ce qui est organisation. Et enfin, bien sûr, on a aussi le cinéma avec la projection qui clôturera ce colloque avec un débat, la projection donc, du film de Nicolas Rey, Autrement, la Mollusie. Voilà, on a essayé de faire en sorte de représenter un peu tous les arts, même si on n'a pas forcément tout bien équilibré comme on a pu. Voilà, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je vous souhaite un bon colloque. On a une chose à rajouter, c'est que c'est l'anniversaire de Makis Solomos. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Makis Solomos. Donc. Alors, juste une communication. Je pense que vous êtes tous au courant, tout au courant,
Nous avons un site qui s'appelle donc artécologitransition.art, qui a été donc créé par Yann Oconte, qui depuis le début de notre collectif crée toute la dimension visuelle de notre collectif et du site. Donc je propose aussi d'applaudir Yann parce que c'est un gros travail. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. La renette dit sa chanson de nuit et le lièvre fuit sans un bruit. Dans le creux du nid, les oiseaux blottis se sont endormis. Bonne nuit. Là, ok, très bien. Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de modérer cette première séance, donc comme Damien l'a rappelé, qui s'intitule Terre et territoire. Voilà, moi, je suis au département cinéma et je suis très ouvert aussi à toutes les formes et différents formats aussi d'intervention qui vont avoir lieu pour cette première séance, donc première matinée. Je vais tenir le temps, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé l'horaire initial du commencement. Donc nous avons 3 intervenantes. Voilà, nous allons commencer avec Paola Rodriguez Polanco dans un instant. Ensuite, je donnerai la parole à Sarah Coulot. Et enfin à Ilenia Kaleo en 3e position. Je rappelle que, enfin j'indique, puisque ce n'est pas indiqué dans le programme, que chaque intervention dure 20 minutes et ensuite on aura 10 minutes de discussion avec la salle. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec vous, Paola, vous êtes réalisatrice, programmatrice et doctorante aussi de l'ESTCA, qui est le laboratoire donc, en cinéma de Paris 8, où vous préparez une thèse en recherche-création sur les pratiques argentiques contemporaines. Je donne le titre de votre thèse. Archaïsme contemporain, statuts et pratiques du Super 8, sur Super 8 et 16 mm au XXIe siècle. Et vous préparez actuellement un long métrage. Et votre intervention donc s'intitule Noite na America, il fait nuit en Amérique, ou l'amour radical. Voilà. Merci encore de votre présence et de votre intervention. Oui, vous devez appuyer. Voilà. Ah, voilà. Merci beaucoup, Dorc, pour cette présentation et merci au comité d'organisation pour ce beau colloque. Je suis la personne blessée du colloque et je vais parler d'animaux blessés, donc ça tombe bien. Et je vais vous présenter ma communication Noite na America ou l'amour radical
sur le nouveau film d'Anna Vaz, intitulé en français « Il fait nuit en Amérique ». Donc, le 13 novembre de l'année dernière, je prenais un train d'Amiens à Paris. J'étais invitée à présenter des films latino-américains dans le cadre du Festival international du film d'Amiens. Et je devais rentrer pour donner un cours ici, à l'Université Paris 8. L'artiste brésilienne Anna Vaz y présentait ses films dans le cadre d'une rétrospective. On devait se voir, mais on s'est raté de peu. Chacune dans un train roulant en direction opposée de l'autre, nous avions échangé des SMS en portugnol, notre lingua franca. Je lui ai écrit. Ma chère Anna, j'espère que tu vas bien malgré les temps si obscurs dans lesquels nous vivons. Je suis en train de partir d'Amiens. Je présentais des films pendant le week-end, mais je dois rentrer à Paris pour donner un cours à la fac. J'aurais adoré te voir. La semaine dernière, nous avons travaillé avec les étudiants de cinéma de Paris 8 sur une partie de la composition de ton père, au même Correndo Dona Savana. Ça a été un moment très beau, je t'embrasse fort. Et elle a répondu. Ma chère Paola, nous vivons des temps très sombres. L'air est lourd à respirer, mais nous continuons avec la force de la révolte et de l'amour radical. Je suis très heureuse de savoir que cette composition si forte de mon père continue de réverbérer. Je l'écoute beaucoup ces derniers temps. Tu me raconteras après comment cette écoute s'est passée avec tes étudiants. Ça m'attriste qu'on n'ait pas pu se retrouver aujourd'hui. Je viens juste d'arriver. Je t'embrasse fort. L'air est lourd à respirer, mais nous continuons avec la force de la révolte et de l'amour radical. J'ai beaucoup réfléchi à ces mots. Ils ont longuement réverbéré en moi, comme la composition musicale sur laquelle nous avions échangé. Dès lors, ces mots se sont mélangés à la question posée par la philosophe australienne Val Plumwood dans Réanimer la nature de 2007. Pouvons-nous penser autrement ? Cette question est très présente dans A Noite en América, dans son titre français, Il fait nuit en Amérique, le premier long métrage d'Anna Vaz. Le film a été programmé pour sa première en 2022 à Locarno et il est sorti en salle en France en février 2024. Artiste pluridisciplinaire, né à Brasilia en 1986, Anna Vaz propose une rencontre entre l'histoire et le mythe, le vrai et le faux, à partir de narrations non linéaires, de réalités partielles et fragmentées. Son œuvre nous incite à une réflexion éthique et politique sur la place et le regard de l'humain face à un autre que soi-même, qu'il s'agisse d'un animal, d'une plante ou d'un territoire, du significant other de Donna Haraway, ces êtres autres qui comptent. Dans le film, des animaux semblent envahir la ville de Brasilia, l'impossible utopie moderniste, érigée avec violence sur des terres ancestrales amazoniennes. Renards, hiboux, loups et rongeurs réclament la terre qui jadis leur appartenait. À partir d'une poétique de la relation, A Noite en América insiste sur l'urgence de revenir au corps et au territoire, de mettre au centre la matérialité de la vie et de réapprendre à voir. À travers cette communication, je voudrais tout d'abord me concentrer sur comment la cinéaste montre de nouvelles formes de cohabitation avec ces êtres autres qui comptent. Et je souhaite dans un deuxième temps lancer des pistes de lecture pour essayer de comprendre comment le film propose de nouveaux modes d'attention pour envisager un avenir commun basé sur l'amour radical. Je vais vous montrer un extrait de la première partie du film.
Traditionnellement militant, le cinéma latino-américain a longuement intégré des luttes politiques et s'est positionné comme un cinéma de résistance. Construits comme des ciné-poèmes, les films d'Anna Vaz traversent des territoires hantés par des différentes formes internes et externes de colonialisme. La cinéaste conçoit son long métrage comme un film d'éco-horreur, librement inspiré de la thèse de philosophie de Juliana Fausto, intitulée « Une cosmopolitique des animaux ». Dans Il fait nuit en Amérique, un jeune fourmilier mort est retrouvé sur le bord d'une autoroute. Un serpent boa constrictor se promène dans une banlieue de Brasilia. Un hibou est secouru dans le secteur radiophonique. Un capybara nage dans le miroir d'eau du palais présidentiel. On se demande alors, les animaux envahissent-ils nos villes ou est-ce nous qui occupons leur habitat ? À Brasilia, centre de pouvoir politique du Brésil, plus de 450 espèces d'animaux en voie d'extinction sont retrouvées tous les mois dans la ville. Fuyant la violence de l'agrobusiness, de l'urbanisation et de la pollution de leurs habitats, ces espèces viennent chercher en ville un refuge. Je pense qu'il est important de s'attarder ici sur ce lieu personnage du film. Donc, la ville de Brasilia est un élément central dans l'œuvre d'Anna Vaz. Cette ville nouvelle, l'utopie moderniste construite en 4 ans et inaugurée en 1960, s'inscrit dans une stratégie nationale visant à relier et à intégrer un pays historiquement colonisé par la côte. A Marcha Oeste, la marche vers l'ouest, comme on appelait le projet, est un titre évocateur d'un Occident qui apporte avec lui le progrès de la civilisation moderne. La composition centrale de la ville a permis de tracer un axe précis de connexion entre l'intérieur et la côte, grâce à une vaste infrastructure d'autoroutes. Développés au cours des années 70, ces projets d'infrastructure ont caractérisé les années les plus dures de la dictature militaire, dans une marche extractiviste et violente, comme l'a été le massacre de la communauté autochtone Waimiri Troari, lors de la construction de l'autoroute BR 174, qui communique le pays du nord au sud. Il est également intéressant de noter que Brasilia a été la première ville à avoir été filmée pendant tout le processus de sa construction. Dans Path to Extinction d'Adrian Cowell de 1961, un film ethnographique qui documente la construction de la ville, une voix off dit « Brasilia est un autre symbole qui explose dans le béton, cachant la terre sous l'asphalte. Chaque parcelle de ce sol est sacrée, dit l'indigène. Même la poussière qui s'élève de construction reconnaît davantage nos pas que les vôtres, car elle est imprégnée du sang de nos ancêtres. Pourquoi recouvrir la terre de pierre ? Les plantations ne poussent pas et les enfants ne jouent pas. Les géants métalliques, donc ces 2 statues qui composent la sculpture Os Candangos de Bruno Giorgi, située en face du palais présidentiel, représentent des guerriers blancs. Pour les indigènes, ce sont des terribles destructeurs de peuples. Brasilia apparaît comme le symbole de progrès, alors qu'en dessous d'elle, les autoroutes courent vers l'arrière-pays, déchirant la vaste frontière de l'agrobusiness en marche. La ville natale d'Anna Vaz est donc présente dans quasi la totalité de ses œuvres. Dans Il fait nuit en Amérique, les images et les sons parcourent la ville en questionnant le projet moderniste et sa construction et leur empreinte sur la terre, les êtres humains et les formes de vie autres qu'humaines. Face au corps sans vie d'un fourmilier trouvé dans une autoroute, Anna Vaz se pose la question suivante. Comment puis-je faire le deuil de sa mort ? Le fourmilier et la cinéaste partagent le même environnement, mais ils n'appartiennent pas à la même espèce. Anna Vaz insiste sur le terme de convocation dans un entretien en septembre 2022. La cinéaste dit qu'elle était convoquée par ce qui se passait en face de ses yeux, donc la rencontre avec des corps mourants. Lorsque nous sommes convoqués, nous ne sommes pas uniquement témoins, nous sommes invités à être impliqués activement. La réponse active que donne Anna Vaz à cette convocation est le cinéma. Sous la forme d'un film expérimental de suspense d'éco-horreur, la cinéaste utilise les codes du thriller pour essayer d'investiguer ces crimes dans une approche quasi forensique. Dans le film, les animaux sont présentés comme des réfugiés politiques qui arrivent à Brasilia après avoir fui les monocultures de soja et la construction de barrages hydroélectriques dans le Midwest brésilien. Ce sont des corps qui fuient la violence de l'agrobusiness et la destruction de leur environnement pour arriver dans une ville moderniste, une ville qui était elle-même un territoire semi-aride dans le passé et qui a été transformée en un environnement néotropical par des architectes dans les années 60. Qui secourt ces corps errants ? Et où sont accueillis ces corps mourants ? Ils sont secourus par la police militaire et accueillis dans le zoo de Brasilia. Le film questionne le paradoxe de ces institutions. La première rappelle la violence des différents coups d'État et des dictatures militaires que le pays a subies, et la deuxième rappelle une fois de plus la construction de la ville de Brasilia. Car le tout premier bâtiment à être construit dans le projet urbanistique de la ville a été le zoo. Il était le lieu où les ouvriers de la ville nouvelle se divertissaient pendant leur temps libre.
En ce sens, le zoo ne serait-il pas le prototype de la ville moderne ? Les premiers animaux arrivés venaient de loin et les espèces de la région sont arrivées avec le temps. Aujourd'hui, il est donc devenu un camp de réfugiés du Midwest brésilien. Il fait nuit en Amérique et donc tourné dans ce zoo de Brasilia où se trouvent des centaines d'espèces secourues. Anavaz filme la ville et son architecture, les gardiens du zoo, la police militaire, les biologistes et les vétérinaires qui se confrontent aux difficultés pour préserver la vie face aux catastrophes en cours. Mais elle filme surtout les animaux. Pensé comme un médium perspectiviste, le cinéma d'Anavaz propose un décentrement de l'humain. Elle écrit : dans une alliance cyborg avec la machine cinématographique, le cinéma devient un médium capable de transformer et de déshumaniser la perception humaine, libérant nos corps cognitifs de la tyrannie de la maîtrise, de la raison et du temps linéaire. Dans cette alliance entre le corps et la cinémachine, il n'y aurait pas de réalité, seulement des perspectives partielles, des chimères, des formes de monde qui préfèrent le partiel au tout, les tribus au peuple, l'arrière-plan en figure, la terre à ses héros. Il fait nuit en Amérique repose sur cette prémisse. Dans sa forme, le film nous confronte à un déplacement disruptif et radical du regard. Il y a un changement constant et déroutant de focale, avec des plans très larges qui semblent dévorer et déformer la ville, et des très gros plans qui nous confrontent à des animaux qui nous regardent, ainsi qu'à des séquences avec de très longs plans ralentis. La question de Pal Plumwood dénoncée au début de cette communication résonne donc avec la forme de ce film. Pouvons-nous penser autrement ? Pouvons-nous voir et écouter autrement ? Comment la caméra peut nous réapprendre à voir sous une autre perspective ? Il est clair qu'il est impossible que nous voyions de la même manière qu'un hibou ou un fourmilier. Mais la caméra, avec ses capacités oculaires, pourrait nous permettre de déshumaniser la vision un tout petit peu. Filmé entièrement en pellicule 16 mm très périmée et tourné dans sa totalité en nuit américaine, le film est composé de vibrations de matière et de lumière indigo qui envahissent l'écran dans un crépuscule infini. Ce double choix, qualifié d'absurde par Jacques Chehich, le chef opérateur du film, est un pari radical. Ni la réalisatrice ni le chef opérateur savaient s'il y aurait des images dans la pellicule après le développement. Le film s'est réalisé dans sa totalité à l'aveugle, avec la possibilité de n'avoir aucune image. L'image du film est donc extrêmement opaque, suivant la volonté de la cinéaste de ne pas vouloir capturer des images, mais de rester dans l'obscurité crépusculaire, dans la vibration d'un grain explosé, dans l'opacité des bleus d'une nuit précolombienne où les corps ne se distinguent pas de la terre. Anavaz a écrit des notes pendant le tournage qui ont été publiées en anglais sous le titre « The Camera is the Body », dans lequel elle propose des changements structurels de vision et de compréhension pour la construction de son film. Elle écrit : la lingua franca des êtres qui volent, rampent, tournent, marchent et scintillent n'est pas le verbe mais le corps. En haut, la tête, l'organe le plus lourd du corps humain. En bas, les pieds, où se trouve la connaissance du sol. Le verbe est originaire d'une terre gouvernée par une divinité unifiée qui hante les terriens, les amenant à craindre leur propre corps. Le point de vue simule la perspective d'un corps, attestant que la caméra est un corps, et surtout, que le corps est aussi une caméra, notre première caméra. Le cinéma d'Anavaz s'affirme dans une volonté de revenir au corps et à la matérialité du monde. Elle revendique l'action de filmer, non pas avec la tête, mais avec les pieds, qui sont connectés à la terre pour sentir le territoire et revivre des mémoires qui y sont logées. C'est un cinéma incarné et haptique, un cinéma géologique et épidermique, mais qui crée une contre-histoire sensible et sensorielle du monde. Il fait nuit en Amérique montre de nouvelles manières de cohabiter en pleine crise écologique et politique avec des êtres autres qui comptent, mais propose aussi un changement urgent des modes d'attention pour penser à un avenir en commun. Dans son texte « Réanimer la nature pour un cinéma animiste à l'ère de la crise écologique », dans l'ouvrage « Expanded Nature, écologie du cinéma expérimental », Teresa Castro s'intéresse au film « Tartarugue d'Aqua » de la cinéaste franco-péruvienne Rose Lauder. Dans cette œuvre, Lauder filme avec douceur de longs plans de tortues d'eau qui cherchent avec une certaine difficulté une place au soleil. Castro écrit : les plans s'étirent et se réchauffent. Nous éprouvons quelque chose de ce que nous imaginons être un espace-temps tortue. Les tortues y gagnent en consistance ontologique, elles sont. Ici réside l'étonnante vitalité du film. Comment l'explique le philosophe français Baptiste Morisot, la crise écologique est avant tout une crise de l'inattention politique aux formes de vie et aux écosystèmes. Ce que le cinéma expérimental peut faire, c'est nous aider à faire bouger les seuils de l'attention, à forger une sensibilité nouvelle. Comme dans le film de Lauder, Anavaz œuvre un changement de perspective basé dans le décentrement du point de vue de la caméra
et invente de nouveaux modes d'attention. Nous éprouvons ainsi des espaces-temps hibou, des espaces-temps loup, des espaces-temps fourmiliers. Je vais vous montrer un dernier extrait qui est là. Dans cet extrait qui continue pendant très longtemps, nous voyons en très gros plan le regard de Kim, un loup à crinière. Kim a été diagnostiqué avec une maladie qui touche beaucoup les loups à crinière qui habitent dans les environnements urbains. Une maladie qui attaque le système nerveux. Les animaux perdent de vue leur meute et s'égarent. C'est une maladie de la ville qui dénaturalise l'être du loup. C'est un plot saisissant dans le jeu de regard qu'il propose. Je regarde Kim qui me regarde de le regarder et qui essaye de décoder ce qui se passe autour de lui. On reste avec lui et on lui rend le regard. Dans When Species Meet, Dawn Hathaway parle du concept de respect. Elle rappelle que l'étymologie du mot renvoie au fait de rendre le regard. Le respect engage le fait de répondre et donc d'être responsable. La politique et l'éthique se rejoignent à travers le respect et la responsabilité. Et il devient donc ici nécessaire de parler de la dimension pédagogique dans l'œuvre d'Anna Vaz. Donc, conséquence ou expansion de sa cinématographie, les activités artistiques d'Anna Vaz s'incarnent également dans une pédagogie critique. Je voudrais rapidement parler des deux films qui précèdent Il fait nuit en Amérique. En 2020, elle réalise 13 Ways of Looking to a Blackbird, composé d'une série d'essais autour du fait de regarder et d'être regardé. Né d'une commande du programme éducatif d'Escola, le film est un kaléidoscope d'expériences, de questionnements vécus par un groupe de lycéens qui, pendant un an et en compagnie de la cinéaste, se sont interrogés sur ce que le cinéma est ou peut être. En 2019, elle réalise Happy Eki, en partant des archives de l'éducateur brésilien et militant des droits des indigènes, Egidio Joade, où sont actuellement conservés plus de 3000 dessins réalisés par les Waimili Atroari, un peuple autochtone de l'Amazonie brésilienne, au cours de leur première expérience d'alphabétisation. Fondés sur la pédagogie critique de l'éducateur et philosophe Paulo Freire, les dessins sont devenus l'une des premières méthodes d'échange et de production de connaissances réciproques. Ces deux films contiennent dans leur cœur même des interrogations sur la pédagogie, la responsabilité et la production des connaissances réciproques. Ne serait-ce, ce long métrage, une quête pour apprendre à travers le cinéma et la caméra corps de nouvelles manières de vivre ensemble? Pour revenir à mes messages de texte du début de cette communication, le terme d'amour radical dont Anna Vaz parle est en relation directe avec la pédagogie critique de Paulo Freire. Face à des temps précaires et incertains, Freire fait appel à l'amour radical comme méthode pédagogique. Comme il écrit dans La pédagogie des opprimés, je cite, « Le radical est engagé dans la libération ». Fin de citation. Dans son œuvre, l'amour radical naît de la colère collective face à l'injustice. L'amour radical est encore une fois une question d'attention et de respect mutuel. C'est une forme de dénoncer et de lutter contre des structures de domination et d'oppression et de penser activement à un avenir en commun. Ainsi donc, pour conclure, c'est à travers donc, de nouveaux modes de cohabitation avec des êtres autres qui comptent qu'Anna Vaz propose un décentrement des systèmes de perception pour inventer des nouveaux modes d'attention basés dans l'amour radical, afin d'envisager des modes plus habitables ensemble. Ces nouveaux modes d'attention pourraient ainsi être basés dans l'amour radical de Freire et pourraient servir à lutter contre les violences coloniales et à traiter les blessures de ces histoires de violence. Parce que, comme l'écrit Vincent Després dans la préface à l'édition française du Manifeste des espèces compagnes, je cite, « L'amour a des conséquences et implique des engagements qui peuvent faire une différence dans la manière dont nous habitons ce monde avec d'autres êtres. » Je vous remercie de m'avoir écouté.
Non, c'est nous qui vous... Oula. C'est possible d'éteindre la première rangée, parce que c'est très très fort. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est nous qui vous remercions pour votre intervention tout à fait dans les temps. Alors, on a 10 minutes pour échanger. Je pose une première question et après je donnerai la parole à la salle qui porte justement sur... il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur ce que Anna Vaz appelle la ciné-machine. Voilà, ça m'a fait penser à d'éventuelles comparaisons avec le ciné-œil de Vertov. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à creuser. Et aussi par rapport à ce privilège que Baptiste Morisot accorde au cinéma expérimental par rapport à d'autres genres. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait discuter. On n'a pas le temps de le faire là, mais je lance comme ça quelques pistes. Non, c'était plus sur justement sur cet usage du mot amour, parce que ça ne va pas de soi en fait. Pourquoi ce mot-là et pas le mot attention ou le mot amitié ou le mot... et c'est d'autant plus intéressant, je crois que c'est Makis tout à l'heure qui citait... les trois écologies de Félix Guattari, notamment dans son écosophie. Et puis il y a 3 branches. Bon, on a parlé tout à l'heure de l'écologie sociale, mais il y a aussi une écologie mentale dont l'amour fait partie, en fait. Et je voulais savoir aussi pourquoi ce terme-là. Alors, je n'ai pas lu, bien sûr, la thèse que vous avez évoquée sur l'éco-horreur, une cosmopolitique de l'amour. Et je voulais savoir, est-ce que c'est juste une cohabitation? Est-ce que l'amour est une cohabitation entre... humain ou non humain, ou est-ce que, si c'est ça, est-ce que ça a des effets aussi sur un amour, alors ça peut être hétérosexuel, homosexuel, enfin toute potentialité ouverte, sur les rapports amour entre humains. Donc je voulais un peu pointer ce détail peut-être, mais quand même, comme c'est dans le titre de votre communication, et que vous l'avez évoqué, mais je voulais juste peut-être revenir là-dessus. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que je n'ai pas de réponse claire, mais je vais essayer peut-être de développer un peu. C'est vrai que ce n'est pas évident de parler, notamment en termes de recherche, du terme d'amour, parce que je sais très bien dans les études d'éthologie où il y a vraiment une distance face à ce terme d'amour, parce que on peut rapidement tomber dans une question de sensiblerie, je ne sais pas si on peut traduire le mot comme ça en français. Mais je me suis beaucoup penchée sur la notion d'amour radical dans Paulo Freire, donc cet éducateur brésilien qui fait partie de la théologie de la libération latino-américaine. Et en fait, lui, il théorise cet amour radical comme une force active de vivre en communauté. Et ce n'est pas seulement l'attention, ce n'est pas seulement le respect, ce n'est pas seulement le care, je ne sais pas comment, mais ça regroupe en fait toutes ces formes-là dans un rapport donc à l'autre, mais aussi à un autre que soi. Il y a dans dans la pensée de Paulo Freire, il y a eu un problème qui a été remarqué par Bell Hooks, parce que dans son œuvre, il était traversé par plein de questions patriarcales. Et Bell Hooks l'interroge, en fait, et lui pose la question de l'amour et de cet amour radical. Comment on peut vivre cet amour radical avec des interrogations de genre. Et ils ont une longue discussion, en fait, qui a fait un peu reconsidérer pas mal de concepts de la théorie pédagogique de Freire, après cette discussion avec Bell Hooks. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis trop éloignée. Oui, non, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditorium ? Il y en a une, oui. Non, ça ne marche pas. Bon. Ouais, on va en chercher un autre. C'est bon ? Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette communication. Alors, vous n'avez pas beaucoup parlé du rôle de la musique dans ces dispositifs. Alors, j'ai trouvé que dans les premiers extraits que vous avez montrés, il était quand même assez envahissante. Donc, je me demandais si vous pouvez en dire un mot. Oui, bien sûr. La dimension du son et de la musique dans les films d'Anna Vaz est extrêmement importante. Et je n'ai pas eu le temps, je me suis concentrée sur la partie, disons, optique du film.
Mais Anna Vaz, elle travaille presque dans tous ses films avec des compositions musicales de son père qui s'appelait Guilherme Vaz et qui était un compositeur d'orchestre qui travaillait avec qui voulait d'une certaine manière convoquer un peu ces musiques ancestrales et les confronter donc à une orchestre. Donc cette musique qu'on entend un peu plongeante, très je sais pas, thriller, c'est une composition du coup de Guilherme Vaz. Et le film, il a comment dire, dans sa conception, dans sa dimension sonore, un mélange de différents éléments. Par exemple, il y a des percussions très fortes qui en fait sont des enregistrements dans la ville de Brasilia en 2020 on dit en espagnol cacerolazos ou panelazos en portugais, qui, quand on prend des casseroles et on fait plein de bruit en fait. Voilà, merci beaucoup. Et des casserolades contre Bolsonaro. Du coup, ça rajoute toute une dimension politique et actuelle au film. Et qui rappelle aussi la police militaire. Enfin, quand on voit la police militaire qui secourt ces animaux, on a accès du coup à cette dimension de ces casserolades en fait qui sont là. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je peux en poser une. Alors, pour poursuivre justement sur les autres éléments du film, quand j'ai vu le film, je me suis beaucoup posé aussi la question du montage et de cette phrase très belle et mystérieuse à la fin du film sur le cinéma comme cascade. Et sans arriver à résoudre cette énigme, est-ce que la cascade, c'est le montage? Est-ce que c'est justement ce flux d'images qui se succèdent? Ou est-ce que la cascade, ce sont les émotions provoquées par justement l'élément sonore et cet enchaînement d'images sans finalité narrative ou clairement discursive? Je sais. Je vais peut-être enlever le son pendant que je réponds. En fait, le film, il se finit par ce très beau plan d'une cascade dans la région de Brasilia, proche de Brasilia. Et le film, il se finit avec une citation d'Umberto Mauro qui dit « Cinéma et cachoeira », donc le cinéma et cascade. Et je pense, je n'ai pas de réponse très... Voilà, mais je crois que Anna Vaz, elle parle beaucoup de questions d'énergie dans son film, et de flux d'énergie, et de quelque chose qui est en constante transformation. Donc je pense que ça a à voir avec le montage, mais aussi avec cette énergie qui peut s'incarner dans la sensorialité, et aussi dans cette énergie qui vient de la terre. Elle cite beaucoup Clarice Lispector dans une chronique qui s'appelle « Les débuts de Brasilia », où Clarice Lispector, elle dit qu'à Brasilia, on vit sans toucher le sol. Parce qu'en fait, on est toujours sur des voitures. Et il y a aussi cette déconnexion par rapport à la terre qu'on ressent à Brasilia. Et du coup, elle propose justement de revenir à cette matérialité, peut-être à cette cascade, à ce flux d'énergie constant qui nous permet cette rencontre avec la terre. Très bien, merci beaucoup pour vos questions. Je propose qu'on passe à la seconde intervention de Sarah Coulot, qui est doctorante en arts plastiques à l'Université de Lorraine, à Metz, au sein des laboratoires écriture et crème depuis 2022. Et vous êtes faites une thèse sur la direction de Olivier Lussac et Ophélie Nessens à l'Université de Lorraine. Et vous êtes par ailleurs diplômée du Master Art de l'exposition et scénographie et des Master Art et industrie culturelle. Donc on retrouve ce rapport aussi transversal entre différentes pratiques artistiques. Et votre intervention s'intitule donc « Écriture pluriverselle du territoire en art contemporain ». Oui, je vous remercie pour la présentation et je remercie également les organisateurs, organisatrices de ce colloque. Donc, dans cette intervention qui a pour titre « Écriture pluriverselle du territoire en art contemporain », j'ai proposé de croiser les œuvres de deux artistes.
Morgan Britcher, diplômée de l'École supérieure d'art de Lorraine, qui consacre une part importante de son travail aux relations entretenues au territoire, en s'intéressant tant à leur exploitation à des fins économiques qu'aux relations sensibles que les vivants, humains et autres qu'humains tissent avec eux, ainsi qu'aux manières dont ils se co-constituent. L'autre artiste dont je vais vous parler, c'est Paola Baeza Payamilla, qui est artiste mapuche, actuellement basée en Suisse, diplômée de l'Université d'art et de sciences sociales située à Valparaiso, au Chili. Le point de départ de son travail est son identité mapuche, dont elle explore les dimensions historiques, politiques et sociales par des performances et des installations, incluant souvent un travail textile. L'artiste convie régulièrement d'autres personnes non artistes à participer à la réalisation de ses œuvres. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une sorte d'arpentage, une sorte de promenade mentale dans l'univers de ces deux artistes, en espérant vous permettre de situer quelque peu et en peu de temps certaines particularités. Donc, sans partir du postulat de l'universalité des expériences au monde, parce qu'il y a notamment pas qu'une, mais une différence fondamentale entre les deux, c'est l'expérience de la colonialité qui s'avère structurante pour Paola Baeza Payamilla en tant que personne et en tant qu'artiste. Morgan Britcher, elle, vient, comme moi et sûrement d'autres ici, de ce que certaines nomment le premier monde. Et c'est une différence radicale et irréductible entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est d'envisager la possibilité d'alternatives contextualisées, localisées à des problèmes globaux et à ce que représente une approche monoculturelle des territoires qui substitue diversité biologique et culturelle à la diversité biologique et culturelle des monocultures à la diversité biologique et culturelle. Je vais y arriver. Donc je vais débuter cette intervention en parlant des prémices. Les prémices, c'est le nom d'un projet mené par Morgan Britcher depuis 2016, qui se présente sous la forme d'archives, de photographies, de textes ou encore d'herbiers. Les prémices trouvent leurs racines sous une petite ville mosellane qui répond au nom d'Ilsprich et qui se trouve être le lieu d'enfance de l'artiste. La ville est située sur un gisement de sel, vestige d'un océan du Jurassique, que les remontées d'une nappe phréatique sont en train de dissoudre depuis le milieu des années 2000, avec pour conséquence l'affaissement des sols et la dégradation du bâti, qui annonce la disparition du lieu. À la racine, il y a donc une disparition programmée et aussi un conte, celui de Schwarzkloster, transmis par la grand-mère de l'artiste. Il y a longtemps, un couvent et ses nonnes auraient disparu dans la nuit, engloutis par les eaux, laissant en lieu et place un marais. Le conte est d'abord transmis par la grand-mère de l'artiste comme une mise en garde. L'interdiction pour l'enfant d'aller jouer près du marais derrière la maison, au risque de disparaître elle aussi. Des années plus tard, le souvenir de ce conte refait lui aussi surface, et l'artiste devenu adulte, poussé par sa grand-mère, entreprend de documenter, de garder des traces des événements en cours. C'est aussi une manière pour les habitants de récupérer, par l'intermédiaire de l'artiste, un semblant de compréhension et de pouvoir face à une double dépossession en cours, celle du territoire habité par le territoire lui-même d'une part, mais aussi la possibilité de faire et de dire leur histoire, ce dont ils sont quelque part privés par la cohorte d'experts venus de l'extérieur avec leurs méthodes et leurs relevés obscurs, qui communiquent peu avec les habitants. L'artiste joue alors le rôle d'intermédiaire, naviguant d'un monde à l'autre, tentant de dépasser la méfiance réciproque entre habitants et experts, pour tenter de comprendre ce que ces derniers font et traduire à la communauté. Il s'agit de rendre compte d'une réalité du point de vue des habitants, mais c'est aussi une manière de réintroduire du sensible et donc de visibiliser des relations. Ce qu'implique la perte du chez-soi pour les habitants de ce territoire et qui échappe aux relevés et aux scientifiques qui débarquent encore une fois avec leurs protocoles et qui mettent cette relation affective à l'arrière-plan. Les prémices, c'est aussi le commencement d'une pratique davantage située, à la fois internalisée et conscientisée, une pratique axée sur l'observation et la marche, la nécessité d'arpenter les lieux pour tenter de les connaître. Nous sommes des millefeuilles de paysages, dit l'artiste, nous sommes constitués de multiples lieux qu'il est possible de partager, mais dont l'expérience demeure toujours singulière. Cette idée de millefeuille de paysage est à rapprocher de la notion d'Heimat, mentionnée notamment dans le texte qui accompagne l'œuvre Exil, réalisée en 2017. Difficilement traduisible, la notion vient de Heim, le chez-soi, le foyer. Heimat désigne le pays natal, la patrie. Il exprime le sentiment d'appartenance à un milieu de socialisation, qui peut être à la fois le lieu de naissance, la maison familiale, le terroir et par extension la patrie.
Ici, Heimat ne renvoie pas à une appartenance au sens patriotique ou liée au sang, comme ça a pu être fait par les nazis, ou à un néo-nationalisme qui refuse l'accueil et qui mise sur le repli sur soi et l'entre-soi. Cela ne renvoie pas non plus à une espèce de nostalgie, à l'appartenance allemande. Par contre, Heimat, comme les millefeuilles de paysage qui lui font écho ici, sont à relier dans ce contexte spécifique, celle de l'Alsace-Lorraine, pays des trois frontières avec les particularismes régionaux, cette histoire partagée entre France, Allemagne, et qui sont structurants pour l'artiste et sa pratique. Heimat est quelque chose qui dépasse la désignation d'une localité comme étant le chez-soi. Et pour reprendre donc Bruno Latour, qui ne désigne pas une espèce de découpage administratif, mais qui comprend un ensemble de relations, et notamment affectives, que l'on entretient avec les êtres sur ce lieu. Les prémices mènent aux Arbres de Feu et à Canon, deux œuvres réalisées en 2018 en Picardie lors d'une résidence. L'artiste y découvre la populiculture, la monoculture de peupliers, une culture artificielle tournée vers la rentabilité économique. Faire pousser vite et en grand nombre pour produire emballages et allumettes. L'espace est rentabilisé, exploité de manière méthodique, comme l'indique le texte qui accompagne les photographies. Des rangées d'arbres alignés, les uns derrière les autres, séparés par seulement 3 petits mètres. C'est un milieu totalement anthropisé. Canon, ce sont des sculptures réalisées en écorce de peuplier, dont l'intérieur creux, qui se laisse aussi deviner par les différents jours de l'écorce, fait écho au vide de la monoculture. Maintenu sur respiration artificielle par les intrants chimiques et les pesticides, qui contribuent à éliminer ce qui reste de diversité biologique, fragilisant davantage l'unique espèce qui occupe le lieu. Pas d'insectes, pas d'oiseaux. Le lieu est silencieux, vide, sans substance organique. L'artiste mentionne l'éclaircissement du sol, noir à l'origine, donc riche en substances organiques, en humus, qui s'éclaircit peu à peu au fur et à mesure que le sol devient stérile. L'artiste exprime dans le texte qui accompagne les arbres de feu son opposition à cette manière de concevoir la forêt, qui pour elle n'en est pas une. Peut-être qu'ici, il convient de penser aux millefeuilles, à nouveau, aux millefeuilles de paysage, au Heim, au chez-soi, à l'Heimat, et à l'impossibilité de conceptualiser ces lieux, comme étant de possibles chez-soi. Ce n'est pas un lieu d'habitation, ce n'est pas un lieu habité, c'est un lieu vide, ce à quoi renvoient les sculptures de Canon. Canon et les arbres de feu nous amènent à un autre projet, un délaissé, un espace rendu pour une forêt, qui est une recherche en cours menée par l'artiste. Il s'agit d'un ancien verger enclavé par des parcelles agricoles en Moselle et que l'artiste a racheté avec un ami et voisin. Entouré de parcelles assez grandes de monoculture qui tendent à être dépourvues d'arbres, de haies, et en fait de milieux pouvant abriter, servir de refuge à la biodiversité. Alors c'est un petit peu l'idée de ce projet ici, à terme de fournir un espace qui serve en quelque sorte de niche biologique, en laissant ce verger redevenir forêt. L'idée du projet est issue de discussions avec ce voisin, avec lequel elle sympathise, pour finalement se lancer à deux dans ce travail de construction de forêt, en quelque sorte, en cherchant un moyen de soustraire à l'anthropisation des petites parties de terre au milieu de cette agriculture intensive. C'est un projet en cours qui est aussi caractérisé par la nécessité de s'entourer de multiples personnes pour tenter de le rendre pérenne et pour le transmettre après sa mort, et que le projet est une chance d'exister encore après la mort de l'artiste. Donc elle fait appel à un ami de l'ONF, elle s'entoure de personnes ayant des connaissances juridiques aussi pour déterminer quel statut donner à l'endroit. Finalement, à l'heure actuelle, l'objectif est de le faire reconnaître en tant qu'œuvre d'art, ce qui implique la mise en place de stratégies afin que ce lieu reçoive ait une chance de recevoir ce statut. Et lors de la venue de l'artiste à l'Université de Lorraine en octobre 2023, nous avons été conviés en art plastique à participer à la création d'une sorte d'arbre à vœux qui fait partie d'un projet qui s'appelle Protocole de réenchantement du monde, qui serait ensuite réinstallé sur place et devrait participer à appuyer cette demande de statut.
Donc c'est une sorte d'écriture collective du territoire qui comprend une volonté de faire du lien entre des personnes et aussi une dimension affective pour l'artiste. Cet ensemble d'œuvres dont je viens de vous parler est une écriture du territoire qui est personnelle pour elle, qui implique du lien avec d'autres humains, mais aussi des autres qu'humains. C'est une écriture ouverte à l'interaction, à rebours d'un récit identitaire unifiant national et néo-nationaliste, comme peut le renvoyer certaines idées d'Eymat. Le territoire renvoie ici à une surface terrestre, ainsi qu'à une sorte de territoire cognitif qui prend ses racines dans cette espèce d'humus lorrain. C'est un rapport au territoire qui se construit au fil d'une existence et aussi au fur et à mesure que l'artiste est autorisé à parler d'elle et à relier son travail à sa propre expérience, ce qui diffère avec le rapport au territoire de la seconde artiste dont j'ai choisi de vous parler et qui, elle, hérite au moins partiellement d'un rapport au territoire. Et donc il s'agit de l'artiste mapuche Paola Baizapaya Mia, qui est une artiste dont le travail et la pratique sont ancrés dans les territoires qu'elle habite. Donc je vais commencer par vous parler de Pudahuel, qui est une performance réalisée en 2020, qui a été réalisée pendant le confinement, dans le lieu, la maison où l'artiste a grandi et où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Il s'agit de la maison de sa mère, dans une commune périphérique de la région de Pudahuel. Alors qu'elle est confinée dans cette maison, le patio, petit espace enherbé où sa mère cultive les plantes médicinales, devient le seul endroit pour prendre l'air et échapper un peu au caractère oppressant du confinement. Cette contraction du temps et de l'espace imposée par le confinement entre alors en résonance avec, je cite et traduis en même temps, les espaces limités dans lesquels nous avons grandi et où nous sommes accoutumés à vivre. On touche ici à une première différence fondamentale, une différence irréductible entre les deux, donc l'expérience du monde et la pratique partiellement structurée par l'expérience coloniale et la colonialité. Dans cette performance, l'artiste trace à la craie sur des carreaux de carrelage des territoires, sorte de cartes, et tente ensuite de passer de l'un à l'autre, en essayant d'entrer, de se loger dans les espaces toujours plus restreints dessinés à la craie. Dans ces espaces qu'on a bien voulu concéder ou qui ont été obtenus de haute lutte. L'artiste dit être mapuche, né en ville, sont les conditions qui construisent l'imaginaire artistique de mon travail et qui révèlent différentes formes culturelles, politiques et économiques de colonisation du territoire dans lequel nous vivons. Donc ici, le contexte sociopolitique de l'artiste, qui relève aussi de l'héritage, se trouve à la racine, en quelque sorte, de son travail. Cette pratique artistique où le territoire est omniprésent et le corps également, aussi bien dans les thématiques que dans le recours à la performance, qui débute par une pratique de la danse qui évolue petit à petit au début des années 2010 vers la performance, en même temps que au fur et à mesure qu'elle participe aux mouvements étudiants qui ont lieu donc au Chili à ce même moment. Mais il est aussi possible, compte tenu de la façon dont l'artiste travaille, d'effectuer des recoupements avec le concept de corps-territoire. Et ici, je cite les théories féministes voyageuses de Mara Montanaro. La puissance de cette idée force, donc le corps-territoire, consiste dans le fait de relier les différents types de violences et d'oppression, coloniales, raciales, extractives, qui touchent autant les territoires que les corps des femmes, les corps féminisés et les corps dissidents. Cette idée force, comme la nomme Mara Montanaro, me semble intéressante dans ce contexte puisque la pratique de l'artiste est en lien avec des questionnements identitaires et que cette idée force est liée à des situations et des événements qui sont tout à fait concrets, ce qui évite de partir dans des théorisations abstraites sur l'identité ou de l'essentialiser. Il me semble que l'identité est à comprendre comme en interaction avec le territoire et le concept de corps-territoire qui se manifeste par la mobilisation du corps de l'artiste au travers du recours à la performance, comme je l'ai déjà dit, mais aussi dans une théorie et pratique collective, avec une dimension collective que l'on retrouve notamment dans le travail Tierra Negra, qui est une œuvre avec une dimension mémorielle importante, puisqu'elle est réalisée en mémoire de l'activiste écologiste mapuche Macarena Valdés, qui a été assassinée en 2016 alors qu'elle luttait avec d'autres personnes de sa communauté contre l'implantation d'un barrage hydroélectrique de l'entreprise austro-chilienne RP Global, et à laquelle, a priori, justice n'a toujours pas été rendue.
Tierra Negra est composée d'une pièce textile en laine de mouton et laine synthétique, représentant un territoire mapuche imaginaire, de couleur noire, qui fait également écho au titre et à la couleur du sol de la région. Une performance ayant eu lieu sur la place d'armes de Santiago est qualifiée de point culminant du projet. Dans le contexte d'exposition au Musée de la Mémoire et des Droits Humains, cette écriture collective du territoire devient le support d'une mise en abîme. Des extraits vidéo de la réalisation de cette pièce textile sont projetés dessus. La pièce textile qui représente ce territoire imaginé, souhaité, devient le réceptacle des paroles échangées lors de ce travail collectif. Faire territoire avec les personnes en lutte, il s'agit de faire territoire avec les personnes en lutte. Le territoire est un corps collectif qui n'inclut pas que les vivants, puisqu'il est également question de Macarena Valdés. La pratique de Paola Baeza Payamia est également marquée par le tiraillement, le fait de ne pas se sentir pleinement appartenir à l'endroit où l'on vient au monde, sentiment partagé, dit l'artiste, par plusieurs générations de Mapuche, ce que l'on devine quelque part dans Pudahuel, lorsque les pieds de l'artiste tentent de se contraindre, de s'adapter à l'espace restreint des carreaux, et que le départ ensuite pour la Suisse a ravivé. Sa pratique et son rapport au territoire sont marqués par le déplacement, la liminalité, puisque donc, lorsqu'elle bouge ensuite aux alentours durant l'année 2020, une partie de son travail se retrouve à se construire depuis cet espace, ce qui s'exprime notamment dans Territory, une vidéo performance d'une quinzaine de minutes montrant l'artiste sous une pièce textile créée à partir d'un édredon de mousse de pièces de tissu qui a la forme du territoire originel des Mapuche, le Walmapu. On y voit l'artiste seul, filmé du dessus, faire corps avec cette pièce textile. Il se produit une espèce de fusion entre textile et corps. Le corps se contorsionne, se recroqueville au fur et à mesure, se déploie aussi et devient presque indistinct, fusionne avec la pièce textile. Dernier point concernant ce déplacement, c'est le déplacement du corps, de la pensée, et peut-être aussi, dans ce cas, partiellement du corps-territoire. Et je voulais donc terminer par un projet curatorial qui se nomme School of the Forest. Donc, projet curatorial à l'initiative de l'artiste et des curateurs José Caceres et Domenico Hermano Roberti, qui est un projet qui prend comme point de départ de longues heures de marche dans la Sylvald, la forêt située entre la rivière Sil et les collines Albis. Le point de départ de ce projet, ce sont des heures de marche effectuées pendant plusieurs mois, avec des échanges également entre les différents participants. L'objectif de cette démarche, qui a ensuite donné lieu à une exposition, était de se demander comment on habite la forêt, s'intéresser aux relations multiples, aux agencements humains et non humains, et de réfléchir à, je cite quelques exemples, quelles connaissances sont contenues dans la forêt, comment les êtres de la forêt sont connectés, quelle forêt porte nos langages, que deviennent nos corps une fois dans la forêt. Et donc, tout ça a été réalisé en marchant, en touchant, en jouant, en racontant. Cette première occurrence de School of the Forest donne lieu à une exposition qui se nomme A Forest of Many Worlds, une exposition collective présentée en 2021, une tentative pour commencer à répondre à ces questions de manière incomplète, fragmentée, pour reprendre la description. En quelque sorte, des prémices pour quelque chose d'autre. Et je vais m'arrêter ici et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'avais deux petites questions. La première, pour m'aider à visualiser un peu, comme vous n'avez pas montré d'image des œuvres dont vous nous avez parlé. Oui, alors c'était prévu, mais du coup... D'accord. Ah, c'était prévu, d'accord, ok. Oui.
Sur l'œuvre qui ça a suscité mon intérêt et ma curiosité sur la pluriculturalité des êtres, c'est ça? Pour la fabrication des allumettes, vous avez évoqué ça à un moment. La populiculture. Voilà, c'est ça. Et comment ça se présente? Est-ce que c'est un travail photographique? Est-ce que c'est en comparaison avec la monoculture? Comment ça se présente quand c'est installé ou quand c'est accroché? Alors, je peux vous parler d'une présentation qui a été faite en 2019 où Canon, donc, qui sont ces sculptures ces écorces de peupliers qui sont enroulées sur elles-mêmes, étaient présentées en fait en face des arbres de feu qui effectivement se présentaient comme une photographie grand format. Donc, d'accord. Les arbres de feu, c'est plutôt un travail photographique. D'accord. En partie, et Canon, donc ce sont des sculptures d'écorce de peuplier enroulées sur elles-mêmes. D'accord. Donc ça, c'est l'œuvre de Morgan Britcher. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, ce sont deux œuvres qui fonctionnent ensemble puisque réalisées pendant la même résidence. D'accord. Ok. Très bien. Et j'avais une deuxième question, peut-être pour recroiser vos deux artistes sur ce que vous avez introduit en évoquant un passage du local au global. Et je voulais savoir s'il y avait un mouvement de retour, en fait. Est-ce que ce local qui permet de questionner le global, ensuite, suppose un mouvement de retour? Alors, c'est vraiment une question, je ne connais pas les artistes dont vous avez parlé, donc là aussi, c'est une forme de curiosité, de voir un peu comment votre approche se positionne sur ce binôme local-global, en fait. Alors, je ne suis pas trop sûre de comprendre la question, sur la question du retour. C'est repartir du local, aller au global et revenir au local, par exemple. Oui, voilà. Ou bien vous pouvez aussi juste nous éclairer sur l'usage de ces deux termes, soit dans votre recherche, soit chez les deux artistes ou l'un des deux. J'ai l'impression que ça concernait plus Morgan Britcher que Paola. Paola Baeza Payamia. Ouais. Effectivement, c'est. Paola Baeza Payamia a davantage actuellement une pratique itinérante qui est assez récente en fait et qui est en cours de constitution. Et Morgan Britcher, oui, a une pratique davantage ancrée sur le territoire français et à proximité en fait de ce pays des trois frontières et de la frontière allemande, etc. Je pense que le fait justement d'articuler alors je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Articuler ce local et global offre une autre perspective en termes de déplacement notamment, et une possibilité aussi de dialogue, puisque dans School of the Forest, qui se déplace en fait, c'est une espèce de déplacement et de rencontre, puisque c'était ouvert aussi. L'idée, c'était aussi de dialoguer. Ça fait partie ça a été présenté dans le cadre de la Capsula à Zurich. Je sais pas si, oui. Et en fait, l'idée de cette structure, c'est de créer des liens entre l'Amérique latine et la Suisse, et en fait de dialoguer avec les personnes qui sont présentes sur le territoire, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, non, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Cécile a toujours son micro magique, et ambulant, itinérant lui aussi. Il y en a une ici, si on peut brancher, Roberto. Après, est-ce qu'on peut... Parce que du coup, en fait, j'avais besoin d'Internet pour montrer des images, et notamment des extraits. Je l'ai aussi, mais est-ce que si on peut brancher à ce moment-là, effectivement. C'est vrai que j'avais compté... Et du coup, vous aviez une question aussi. Je peux essayer de faire deux choses en même temps, j'ai beaucoup de mal, mais au quotidien, mais je peux essayer de brancher... Et... Ouais. Donc, Roberto, oui, tu peux poser ta question. Dans les deux cas de figure de deux œuvres, de deux artistes, vous avez parlé de... la question d'un travail collectif a été
énoncé et en quelque sorte non pas thématisé mais énoncé. Et est-ce que vous pouvez très rapidement mais nous donner la dimension de ce collectif, c'est-à-dire parce que là il s'agit de deux œuvres, enfin d'œuvres qui impliquent. Ça peut impliquer. Alors, oui. J'avais prévenu. Non, mais j'essaye. Vous voyez, j'ai du mal. C'est une question de traite. Ok. Comment ça se passe pour l'une et pour l'autre, c'est ça? Oui, avoir ne serait-ce qu'une dimension Alors, en fait, quantitative. C'est-à-dire si c'est quelque chose qui implique beaucoup de monde, si c'est un mouvement, si c'est s'inscrit dans des mouvements, ou si c'est juste une relation avec quelques personnes. Voilà, alors, pour avoir une dimension. C'est leur manière de faire qui est un petit peu comme ça. Paola Baeza Pella Mia fonctionne aussi pas mal par résidence, et donc il y a plusieurs. Enfin, c'est tellement riche qu'il fallu faire des choix. Lorsqu'elle part en résidence, elle travaille avec les personnes localement, en fait, et même, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi en Suisse. Enfin, partout où elle va, elle s'entoure de gens. Et elle trouve un moyen de faire collectif par rapport à ça. Et Morgan Bridger travaille beaucoup avec le protocole et en fait va vers les autres aussi comme ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Donc ça implique potentiellement, oui, pas mal de personnes. Pour ce qui est en fait du... Alors c'est dommage, j'avais... Enfin, la dernière... Pardon, par rapport à... C'est cette clé-là, hein, c'est ça? Ah oui, pardon. Je me suis trompé de clé, là. Ouais. Pour un espace... un délaissé, un espace rendu pour une forêt, par exemple. Donc, il y a, je crois que j'ai dit, une personne de l'ONF, qui est un ami à elle. Donc, des personnes qui ont des connaissances juridiques. Il y a toutes les personnes, en fait, qui vont venir petit à petit, par le biais notamment des protocoles et du travail protocolaire, participer, en fait, à cette espèce de mouvement. Pardon, ça, un PDF. Oui, parce que oui, il y a beaucoup de choses. Ça devait être image. Oui, super. Et du coup, c'est un PDF interactif. Normalement, on clique et donc ça, c'était une image. Et en fait, après, on arrive sur. Je peux montrer des choses. Super. Donc, comme un délaissé, c'est en cours. Je sais pas combien de personnes ça va. Enfin, je sais pas trop si j'ai répondu. En termes d'un point de vue quantitatif, je saurais pas vous dire combien. Oui, non, mais par exemple, là, avec les Mapuches qui travaillent avec la danse, il y a une question vraiment forte de culture. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui implique beaucoup de monde. Enfin, mais bon, j'ai bien compris la démarche, qui est une démarche qui sur site arrive en quelque sorte à créer des collaborations et s'intégrer dans un... Après, effectivement, alors pour Paola Baeza Pella Mia, elle ne travaille pas exclusivement avec des personnes mapuche, parce que c'était clair aussi. Elle a, dans l'approche de son travail, alors elle dit il y a la possibilité en fait d'être, je sais plus, je vais mal le dire. Partout où il y a des personnes mapuche, c'est possible de faire peuple avec. Mais elle travaille aussi avec d'autres personnes. Et là, actuellement, puisqu'elle est plutôt vers l'Europe du Nord, apparemment, elle a commencé à connecter avec des personnes sami, des artistes aussi. Donc pareil, c'est en cours, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais donc plein de personnes différentes. Merci beaucoup. Tu vas peut-être en profiter pour voir vos images du coup. Oui, qui est aussi une composante hyper importante en fait et qui intervient dans beaucoup de ces projets. Je suis désolée. Oui, le textile dans les Mapuche, ça crée communauté aussi. Oui. Surtout communauté de femmes. Oui, bah, c'est le cas de Tierra Negra, mais il y a aussi... enfin bref. Alors c'est aussi quelque chose dans le travail de Morgan Bridger qui est de... au niveau de ce à quoi on a accès en fait comme image, c'est difficile de rendre compte de la dimension un peu incarnée de son travail, qui passe aussi beaucoup par des conférences performées et un aspect narratif important.
ce qui ne ressort pas forcément avec les images auxquelles on a accès. Donc ça, ce sont en fait une partie des traces des prémices. Et si on a 2 minutes, est-ce que j'ai... Je ne sais même pas comment on fait. Attends, ça c'est mon PDF. Ouais, ok. Et j'ai juste à descendre pour... Ah. Je sais pas, ça va vraiment. Ok. Et donc là, normalement, si je baisse, voilà. Donc ça c'est effectivement Canon et une partie des arbres de feu. Merci. Voilà. Et oui, donc là j'avais pris des images, et je fais des photos floues aussi donc c'était pas utilisable. Oui, ça va. Jusque là c'est bon. Alors, je vais en faire une bêtise. Non. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment... voilà. Bon, ça... Hop. En tout cas, il existe des sites aussi sur lesquels on peut retrouver les... Oui, tout à fait, mais voilà, n'hésitez pas... Oui, les indiquer comme ça. Ah, je vois, il y a le site en haut, voilà. WordPress, d'accord. Ok. Très bien. Bon, bah, on pourra retrouver les traces sans problème, je pense. Et j'avais des extraits de vidéos aussi. Et comme on doit avancer. Oui, tout à et fait, on va devoir s'arrêter là pour cette deuxième intervention. Merci en tout cas pour ces images. Je savais que c'était important de découvrir ces travaux. Et on va passer donc à la troisième intervention de Ilenia Kaleo. Vous êtes performeuse, chercheuse, activiste, et depuis 2000, vous intervenez dans le domaine du théâtre contemporain. Vos recherches portent notamment sur les épistémologies féministes, et vous êtes chercheuse à l'Université de Venise, et vous êtes aussi cofondatrice du master des études de genre et politique à l'Université Roma Tre, donc à Rome. Votre intervention va être en anglais, c'est ça, et je donne le titre en français, qui est qui écrit, point d'interrogation, réécriture radicale du monde, compost, dramaturgie plus qu'humaine et matérialité. Voilà. Merci. Ah oui, il faut un code là pour l'ordinateur, je sais pas. Alors, je sais pas si... You can put it on mine if you want. It's yours? Because this one is mine and it works. But I have the PDF. You have the PDF already. Okay. Maybe this. This one? I have tried before and it worked with them. Maybe it's behind. It's here. It's here. No, maybe it's here. It's here. The back. Cinéma. Cinéma. Okay. Un E sans accent? Je sais pas. J'ai posé les questions, mais pas. C'est ça? Non. Voilà. Cécile, on a besoin de toi. I gave you before. For her. Where is the desk? It's on the desk, no? Apparemment, ça serait sur le bureau. Vous utilisez le concept de territoire. Ce sont les artistes aussi qui ont réfléchi sur ce concept en tant que tel. Oui, bah c'est... Oui. J'en parle. Oui. Non, c'est pas moi qui les par exemple, un autre artiste
Gates, par exemple, qui a longuement réfléchi sur le rapport terroir, philosophe, le terroir et l'utilise finalement, et a beaucoup réfléchi depuis les années 50 jusqu'à sa mort sur ce concept. Voilà, vous pourrez échanger. Voilà, un colloque, c'est aussi dans les interstices. Donc, Ilenia, c'est à... Bonjour à tous, je suis désolée, je parle en anglais. This conference focuses on the relationship between arts and ecologies in connection with radical politics. From my perspective, this relationship, art and ecologies, is on the level of epistemologies. It raises questions about the political statute of corporealities, the boundaries of the human, and what is visible and invisible. With a transdisciplinary, or we might say intraactive approach, I am interested not so much in when art thematizes ecologies in terms of content or representation, but in when questions, problems, and concepts are moved from one field to another, as Deleuze said, and then they transform. I particularly look at performing arts, Les Arts Vivants, also from within. I'm also a performer and an author, and I'm interested when the experimentation with radical languages brings into the world another grammars of perception, new corporealities. Thus, it is not about representation of content, but a different logic of the sensible. I would like to focus on some keywords: materiality, dramaturgy, and compos. These are dynamic concepts at the intersection of live arts and feminism and queer ecologies, of the aesthetic and the political. These are like tendencies that emerge from the contemporary performance scene. At the same time, they are incandescences that suggest strategies for political action. Here I make just an initial point. Looking from the perspective of the arts provides us an additional layer, even on the political level. Because beyond the analysis of forms of oppression and domination, it offers us an account of the expressive potential of bodies, both human and non-human. So the first one, from feminist new materialism, Barad, Bennett, Alaimo, Stanger, among others, and queer ecologies, a reconfiguration of matter and materiality emerges, understood not as substance, as aesthetic and inert support, but as a plane of activity and creation. Historically, feminism has addressed bodies and materiality since its inception, but now the contemporary debate is marked by a radical reconceptualization of materiality. Environmental, nature, and materialist theories intersect with the issue of patriarchal violence, bodies, and sexualized, colonized, and minoritized subjectivities. Karen Barad talks of the queer performativity of matter at the quantum level, opening up to non-human and unformed bodies in a post-human proposal that keeps together matter and culture. So very interesting for us. This is a powerful suggestion for the scene in particular, as it pushes it to go beyond its own boundaries, the centering the presence of the human at the sole subject of writing. The capacity to act belong to all bodies, not just human bodies. Transformations of matter, in that perspective, are not mere reactions, negative actions, or effects, but performances, and then behaviors, actions, and activity at all.
Thus, a concept that became crucial in political theory starting in the 90s, performance and performativity, and that has influenced much of queer and feminist thought, shifts from the purely human domain to become an expanded concept, spilling over into the post-human, the more than human. It involves recognizing a plastic and transformative capacity in other forces and in non-human subjects, acknowledging the capacity to act even in the absence of individual will, a plan, or intention. It is a radical shift away from anthropocentrism, and it is a perspective that many artists are also putting into practice on the stage. For example, in the mobile landscapes of meta-inverts and artificial nature projects, human and non-human bodies, she's a choreographer, human and non-human bodies, particles, corpuscles, formed and unformed or formless matter co-act. It is an idea of expanded choreography where human movements interact with the force of things and materials. Writing here emerges at the intersection of these trajectories. Then Simona Terloni, she's another choreographer. She choreographs vibrant matters and objects, pieces of wood, ropes, foam, in erotic assemblage with flesh, marking the intimacy between biology and fiction, the organic and the inorganic. I don't have the Wi-Fi, so I can show you the link, but I can send you later. This is a work of MK, is an Italian company. Bermudas is a work that insists on the idea of turbulence, perpetual motion, the capacity of movement to regenerate, collision, and the disappearance of the bodies, no? Bermudas triangles. The aim of this work is not to reproduce or represent a movement of nature, but to construct an evolutionary system with dance that functions like meteorological system. The relationship between the relationship between bodies and space is radically modified. Space is no longer an inert backdrop that contains bodies, but is generated and transformed by the interaction with bodies. So in an ecosystem vision, space itself is a body. And the idea is that the performance bodies do not pre-exist, but are materially formed on stage. But I would say that the relata do not pre-exist the relation. They are immanent to the relation itself. So, rooted in feminist new materialism, our understanding of matter is the material performance in action. This is not a think, rather as a doing, a dramaturgy in other words. Et donc, qui aimait, qui reçoit, qui stocke et trait, qui laisse se trascoder, au bilan qui écrit. Réponse, les vivants sans exception sur les choses et entre eux, les choses du monde les unes sur les autres, les planètes sombres, les étoiles scintillantes et les galaxies lumineuses. Si l'histoire commence avec l'écriture, alors toutes les sciences entre avec le monde dans une histoire nouvelle et sans oublier, excusez-moi pour mon français, Michel Serres. So from theory, from science, comes the idea that not only humans write. In Tallinn Flash, Vicky Kirby introduces the term corporeography, which she uses to refer to the corporeal matter itself that writes, thus highlighting the irreducible intimacy of biology and representation. The biological is just one of the languages with which the body writes. Dramaturgy, therefore, is the composition
of agent matter that leaves its traces. Who writes? For Barad, discursive practices are always material reconfiguration of the world. Like in a folding done amply, discursive practices and knowledge are but moments of processes of materialization. Knowing is a measure of part of the world making itself intelligible to another part. Practices of knowing and being are not isolatable, but rather they are mutually implicated. So, imagination becomes matter. In this performative approach, language is the production of reality, wording to make word. So, corporeality, matter, carnality are always continuous production of intertextuality, a script always variable. It is a perspective that expands the concept of writing, composition, score. Many are the writings that emerge drawn by not only human subjects. Expanded dramaturgy can then be a concept tool to account for the human and the non-human capacity to act, combining aesthetics and politics. So, what dramaturgies and choreographies between human and the non-human bodies emerge in the damaged scenario of the Anthropocene? I would like to add an additional theoretical point. Dramaturgy in its etymology has in its roots draw. To act, action, drama that refers to agon, to inform of the agonistic conflictual dimension constitutive of political engagement. It also provides us with a political positioning within ecologies, one that implies the idea of conflict, friction, turbulence, against the notion of pacified, reparative ecology that repays damages. It is a political indication. In order to create new political radical maps, matter and conflict must be taught together. We just look some practice in this direction. Nadia Beugret, in the solo Quartier Libre, the body of the performer begins to amalgamate, merge and melt with empty plastic bottles, waste, and inorganic remains. And the point is precisely the mixing zone between bodies and the production of new form of ambiguous corporeality, toxic, impure bodies, disordered corporeality. Or, maybe you know these works, Metamorphosis by Manuela Infante, director and a dramaturg from Chile. In this rewriting of Ovid, Infante intertwines the theme of the forms of nature and the non-human with the issue of violence and rape. Women materially transform into non-human entities, stones, animals, plants, following episodes of sexual violence. It is a counter-narrative of the myth that literally dismember the idea of a pacified or comforting nature, a lot of violence, no, within these forms of nature. And then DOM, it's an Italian collective formed by Valerio Sirna and Leonardo De Logo. They are not here. Is a collective of live arts with a militant approach to environmental humanities, reworking eco-anarcho-queer imaginaries. DOM uses space, urban space as an active ecosystem through various formats: collective walks, performative gardens, writing, parties, dances, mobile housing practices, and rituals. In particular, in this word, La Buca, the hall, the two artists walk from Milan to Seveso, covering 21 kilometers. In Italy, the name Seveso is a name that evokes ghost and deep disquiet. It is the town where in 1976 an environmental disaster of incalculable proportion, like Chernobyl, to say, occurred.
caused by an accident in the Mesa factory that released a cloud of dioxin. It is a case where the entanglement between disaster, contamination, environmental justice, sexophobia, social marginalization, exploitation of the territory, and control policies over women's bodies emerge. In an art center in that work in La Buca, they set up a mobile archive that collects documents, notes, impression, a live stream of conversation from the journey. And during the walks, the two artists collect the signs of contamination of the landscape, the residues of substances and memories at the same time. The evoked experience is that of leaning over a hole where organism and other discarded things compost in unpredictable ways. In the hole, they say, everything mixes and contaminates, submerges and emerges. So theatre, ritual, choreography are there attempting the spatial and the rhythmic organization of this matter. A narrative which brings together waste, ghost, and landscape and a different way of writing. This work brings us close to the third and final word, compost. Compost, reworked by the researcher and activist Antonia Ferrante from Donna Haraway's theory, becomes many things at once. Compost will be addressed as the process of transforming matter, ontology, a practice of thinking, epistemology, a non-authoritarian archiving methodology, and as a possible form of political organization, bringing different material into contact, letting them ferment until they lose their original identity. The work of the choreographer Dana Michel, I don't know if you know her. She's from Canada. She is Afro-descendant artist. Immediately comes to mind to me. Gesture, actions undergo very, very extended temporalities on the scene. Within duration, they disintegrated, literally, decompose until becoming unrecognizable. Even identities dissolve, merging into what the choreographer defines as cultural bricolage, alchemical practices. A practice of disidentification that is very, very crucial in our queer politics. And here I am not referring not only to the cultural or sexual identities of the human, but also to the identities of the things, to their boundaries. So in a dilated, intensified temporality, objects lose their functionality, deteriorating. I can send you later the video if you want to look at it. Dramaturgical materials are left on the stage almost to decompose. So, to say, from my point of view, compost suggests an ongoing trend in live arts. That is a shift in the procedures of scenic composition in scenic writing. Montage and cut-up techniques borrowed from cinema were central to the experimentation of the 20th century writings, both on stage and in literature. They relied on the assembly of scene and materials, the superimposition of heterogeneous elements, non-linear juxtaposition that create new meaning. It was a method closer to a combinatory principle akin to a palimpsest. Now it seems to me that very different gestures, new compositional strategies are emerging. Materials drip, infiltrate, flow, ferment, and transform. Many artists are experimenting in this direction. Cristina Cristarrizzo, Dana Michel, Esther Salomon, Xavier Leroy, Ligia Lewis, Antonia Baer, Alex Baczynski-Jenkins, and many artists, and often with also a queer approach. With compost, I mean
not an object, but a mode of scenic composition, decomposition, and therefore also a particular way of treating or making visible and perceptible temporalities. But compost suggests to us, as Ferrante says, that transformation processes also involve decomposition, degradation, alteration. Something is lost. Not everything is transmitted intact. It helps us to undo not only the myth of purity, but also that of integrity. A different way of archiving is outlined, in which the artifact is not valued in its individuality, in its stability, but ferments, boils over. Just to very short to refer to the work of Trajal Arrel. In his works, he creates an amalgam of different fragments from Buto dance to voguing to early postmodernism to modern dance. Presences appear as postures, gestural scores, sequences in continuous blending, and they are restless, haunted archives that are broken and recomposed in bodies, so other possible stories, not the dominant ones, encounters emerged, are glimpsed. So, just to conclude, what emerged in terms of radical politics, many words that are also political indication: interdependence, the politicization of matter and its dramaturgies or choreography, as we want to say, out of joint temporalities, and hybrid and disordered, impure, ambiguous corporealities. Artistic experimentation can provide us with political insight and common materials for a radical imagination. Thank you. Thank you very much for your talk, for sharing with us all these artists. Je vais peut-être d'emblée donner la parole à la salle, parce qu'il nous reste très peu de temps. Moi, j'ai 2-3 questions, mais s'il y a une question brûlante dans la salle pour Ilenia, please. Voilà. Do you prefer the question in English or in French? In English. In English, yeah. Sorry. Thank you for your presentation. It was super interesting. I have a question that might be a little complicated to answer because it's something that I'm sort of struggling with in my own research and that kind of thing, especially around Karen Barad. And I think the way that you've used Karen Barad is super interesting, but I'm always a little... How would I say? I always feel like when you read Karen Barad, especially around the questions of interaction and performativity, there's a radicality to those concepts, especially as she uses them to talk about, essential, the world being created to a certain extent. And when we start using those concepts, especially in interaction with, when talking about performances and that kind of thing, I feel like we end up always having to, how would I say, make it less radical to a certain extent, and make it something about closer to an assemblage, like a Deleuzian assemblage, where the whole radicality of Karen Barad is that idea that there is no pre-existing thing outside of that relation. And yet, when we talk about theatre or performance or those kind of things, those bodies exist outside of, there's a moment where they come together, the space, the bodies, and that kind of thing, and they make something new. But I wonder if you can talk perhaps a little bit about that idea. How is it possible to talk about interaction without conceding that there are things that pre-exist that moment of the performance?
thank you. Yes, it's a sort of provocation or the attempt to think beyond, because it's a sort of paradox, no? Because, okay, the interactive or the agency of the matter, when we work with matters, materials in a real sense, but it's different, no? When we think to performance, to theater, to the scene, but at the same time, for me, the feelings as the artists are working on that. And in that case, in the case of this work, these performances, something different happen, or the attempt is to try to do something different in the composition, in the writing. Yes, the body pre-exists in one sense, but in another sense they are completely permeable and open up. And what is interesting in that case, that these artists write the scene, are not improvisation, no? But at the same time they try to put in this performance, in these choreographies, in this dramaturgy, something out of the control. And this is an anti-authoritarian way to write the scene, to create composition, to create choreographies. And then maybe we have to keep together the theatrical scene and the public scene. And maybe we have something more similar, no? About the movements, the dispositions of the bodies. I was here last year in Paris during the Manif, and something I can describe with an art point of view as a researcher about performance. I need the tools of the performance of the arts to describe what happened in the public space, that it's that and the bodies, but at the same time the disposition of bodies, movements, gestures, and but yes, but the attempt is just that, on the scene where the humans is on the center, try to destabilize, but it's a research. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y en a une là-bas aussi pour varier les prises de parole. Voilà, allez-y. Thank you. How do you connect new materialism and your vision of university and teaching? Do you consider that we should start maybe working more with signs and agencies rather than just words? And have you considered with your collective all the shifts it could bring, this new materialist epistemology in the ways that we teach, the ways we learn, the places where all of this happens? Wow, very interesting. I am a precarious researcher in Italian Academy, so I'm not so stable in the university. But when I teach, maybe for me, I didn't reflect before about that, but it's very interesting in terms of pedagogies, no? I think you think something about that in the classes. Sometimes we use beyond the lecture, the lessons, also a way to circular readings. And in that case, there is something that happened differently. And also, I don't know if it's your experience too. During the COVID, we had our lessons and course online, and it was completely different. I don't know if you have the same sensations, but something different happens when we are together with living bodies, and so the thinkings ferments in another way. I can't explain, but it's very it's interesting to try to translate also in the set of the it's a point, also how to teach or to work in the university that are in Italy patriarchal and hegemonistic knowledges. Here is
little different. I'm feeling in your collective, know how to put and to these knowledges from subjectivities and not to transform these in object of study. No, just thank you, but to discuss together maybe. Merci beaucoup pour la question, effectivement, qui était très intéressante. Alors, on a le temps pour deux questions. Enfin, une question. Deux petites questions. I have a comment more than a question, so it's going to be super fast. When you were speaking about the permeability of the bodies, it's something rings a bell, but you know the work of Shadish Mansour, I think. Oui. Yes, and I was wondering if you, in your research, you work with the limits of the bodies and the permeability of the bodies, and in Dark Matter, because of this beautiful piece choreography that she made, the bodies dissolve in black painting. Sorry. So I was thinking if you can just speak a little bit about Shadish Mansour. I know the work is so beautiful. Maybe it's not a case that this kind of experimentation are made by queer or black artists. So they are working on the boundaries of the bodies, in that case, about the color, or in another case, creating, in the case of MK, is on the choreographies, and it's very, very visible, the space in between the performers. And these are strategies, but Shadish Mansour is one of the artists who work in this direction. Yes, absolutely. Thank you. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question, vous leviez la main. Bonjour, merci. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de... you talk about this conception of body that write, so body writing. So my question was, it's really interesting, but what is the conception of writing that is behind this idea? So it's just anything that leaves a trace. What is writing when we talk about bodies writing? No, I don't think so. It's expanded one, I think, in terms of effects, of transformations, of temperatures. So I would like to keep the word writing, not to left it, because I think that we can use the word, the concept of writing, expanding the boundaries of the concept, because it's very useful, because we also use other words, but I think that it's important to anchor this work and expand the boundaries and put it not only linear narratives or traces, but also in that case, I would like to focus also on the temporalities. Different temporalities collapse together in a body. So there is the way of, if you want, writing or choreography, but it changed the concept of the writing in itself. It's a shift for me. I don't know if it's clear, sorry, but if I understood well, it's not just traces, but more multidimensional possibilities to recognize and also to see how writing emerges from different subjects. It's not just human, and when you work with the bodies, I have experience about that, but also audience. I think we have this kind of experiences. Many forces are acting together and are writing together. Sorry, it's very difficult. My English is limited. Merci beaucoup for your answers, and merci aux trois intervenantes de ce matin. Je vois le comité en ordre de bataille pour vous servir le déjeuner, et on peut applaudir.